Tonton Farmer, l'émission qui dézingue les idées reçues sur l'agriculture. Une émission animée par Jean-Paul Hébrard de TV Agri. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture à la Porte de Versailles à Paris pour notre émission, bien sûr, les... Ah, il faut suivre un peu. Les Tontons Farmers, c'est l'émission dont le thème aujourd'hui est comment sauver l'agriculture dans l'enfer de la hausse des charges. On le sait malheureusement avec le conflit ukrainien, avec Poutine qui a décidé d'envahir l'Ukraine. Tous les coûts vont augmenter. Et pour l'agriculture, ça va être terrible parce que déjà, c'était pas gagné. On avait un prix d'engrais qui était élevé, on avait un prix du gasoil qui était élevé. En plus, on va avoir, et le président de la République qui a visité ici le salon samedi matin, qui a visité, qui a fait un discours au départ, l'a dit, attention, on va être tous concernés par cela. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Biérot. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Paul. Patron de Lidl, on va dire ça comme ça. À vos côtés, Nicolas Broutin, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Président de Yara France. Il faut prendre le micro pour parler. Olivier Masbou, spécialiste, journaliste, spécialiste en agriculture, politique et économie agricole. Fruits et légumes aussi. On peut. Ah, ça va être intéressant, on va parler fruits et légumes justement. Et puis Jean-Baptiste Vervy, bonjour. Bonjour. Agriculteur, céréalier, producteur de pâtes, président du co-farming, un cumulard. Oh, ouais, c'est ça. C'est ça ouais. Comme il y en a beaucoup. J'ai une mauvaise nouvelle, Michel. On a fait un micro-trottoir pour savoir ce que pensent les personnes de Lidl. Dans les allées, on a été le voir. C'est Rémi qui a été le voir avec le micro pour poser la question. Que pensez-vous de Lidl Image. Ça m'intéresse. Vous allez voir. Alors moi, l'ancien Lidl, j'y vais assez peu. Il y en a un pas très loin de chez moi. J'y suis allé 2 ou 3 fois. Ce que j'ai constaté, c'est beaucoup de monde. Ce qui d'un côté montre que c'est attractif, d'un autre côté c'était un petit peu dense, donc un petit peu compliqué de circuler et pas mal d'attente aux caisses. Je n'y vais pas régulièrement, par contre les fois où j'y suis allée, j'ai trouvé que les produits étaient de grande qualité, que l'agencement dans les magasins était facile. Il y a vraiment des bonnes affaires et en tant qu'étudiante, je vais régulièrement faire mes courses là-bas parce que c'est de la bonne qualité et c'est abordable. Je pense que c'est une chaîne de magasins qui s'investit beaucoup pour les agriculteurs et les produits locaux. C'est une structure qui demande du produit agricole français de qualité, en grande quantité. La relation que l'on a avec, elle est saine et on n'a pas de problème de tarification avec eux aujourd'hui. Pour résumer, pas d'a priori sur la qualité, des prix plutôt bas et peut-être une organisation à optimiser parce que voilà, c'est pas l'expérience la plus conviviale du monde une fois qu'on y est. En gros, voilà, mon avis peu éclairé. Bon, le dernier était parisien. Ouais. Non mais Michel, je crois pas, c'est un coup de pub là. On a cherché des gens qui n'étaient pas contents de Lidl, on les a pas trouvés. Pourtant il doit y en avoir, mais on n'a peut-être pas assez cherché. Il y en a beaucoup, je pense, mais il y en a beaucoup qui sont contents. Mais donc, ouais, écoutez, et je l'avoue, très humblement, on a cherché. J'ai dit à Rémi, trouve quelqu'un qui ne soit pas content de Lidl. Impossible, vous avez une bonne image, c'est comme ça, on ne va pas travestir. À moins qu'Olivier Masbou, qu'est-ce que vous en pensez de Lidl ? Je connais très peu l'enseigne, pardon. Bravo. Il faut se renseigner des Je suis un invités. très mauvais consommateur, c'est-à-dire que je fais les courses en bas de chez moi. Donc l'enseigne qui est en bas de chez moi, c'est pas Lidl, c'en est une autre. Quand je suis en province, je vais à l'enseigne qui est en bas de chez moi, c'est pas Lidl non plus. Ça nous aide pas beaucoup en fait. Mais s'il y a un Lidl en bas de chez moi, j'y vais. Mais voilà. Écoutez, on prend date et je vais vous faire visiter un Lidl. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Mais je sais par ailleurs, quand même, parce que je travaille dans mon métier, que effectivement Lidl a plutôt de bonnes relations, notamment avec la filière fruits et légumes frais. Il y a beaucoup de partenariats qui ont été signés, traités avec Légumes de France, je parle de mémoire, et d'autres filières, Demain la Terre, non ? La Terre, Sol Vivant. Voilà. On fait beaucoup de choses. Et j'ai même pas révisé parce que j'ai été prévenu il y a 2 minutes. Voilà, parce qu'on essaie de pas trop préparer. Les journalistes, il vit dans l'Aveyron. Il vit à Paris, mais il est originaire de l'Aveyron. Ouais, dans l'Aveyron, vous êtes présent Lidl quand même. Bien sûr, oui. On est présent, on a 1600 magasins à travers toute la France, donc on est présent partout, chaque Français a un magasin à moins de 10 km en moyenne de chez lui, donc oui, on est bien présent, même dans l'Aveyron. Moi, je fais 2 km. Les Aveyronnais sont tous à Paris. C'est vrai, ils sont tous là, la preuve. Alors,
Si jamais quelqu'un pense quelque chose de Lidl différent dans le public, il ne faut pas hésiter, vous me faites signe, vous venez là et je vous donne la parole, c'est très très libre. C'est vrai que Lidl, c'est quand même intéressant parce que moi je vois 3-4 agriculteurs chaque semaine, je vais voir des producteurs de fruits, ils me disent Lidl, ils sont capables de mettre des camions au bout du champ quand j'ai besoin pour venir chercher les pêches par exemple, quand j'ai une production un peu trop importante. Vous avez compris comment leur parler aux agriculteurs? Ouais, alors je pense que c'est surtout notre modèle de simplicité. Parce que quand vous parlez des camions au bout du champ d'abricots ou de choux-fleurs ou de tout ce que vous voulez, c'est vrai qu'on a une réactivité parce qu'on est dans la simplicité. On est aux achats, on est 30 personnes. On n'est pas 500, on n'est pas 1000, on est 30 personnes. Donc quand Monsieur Rouchaussé, pour parler de légumes de France, il nous appelle pour nous dire on a 80 camions de choux-fleurs qui sont en train de pourrir, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Il m'appelle le mercredi. Le vendredi, samedi, j'ai liquidé les 80 camions sur toute la France avec une presse quotidienne nationale, avec une radio nationale, et les 80 camions sont partis. Et on fait un deal, bien évidemment, il me les propose à un prix intéressant. Moi, je rajoute la TVA, je rajoute les 10% des galimes obligatoires, et je les mets en vente et on les liquide. Donc ça, c'est une réactivité très forte, et ça, forcément, ça plaît aux agriculteurs. Un autre point et une autre force, je pense, c'est qu'on a 2 points d'entrée. On n'en a pas 500. On a 2 points d'entrée, un dans le nord, un dans le sud. Donc on commande que du camion complet, Donc quand vous êtes producteur de concombres, ce n'est pas 2 palettes à droite et chaque ouverture de porte de camion, ça a un coût. Ça s'appelle de l'optimisation logistique. Nous, c'est que du camion complet, 2 points d'entrée, 2 agrieurs professionnels. Donc voilà, c'est que de la bonne cam qui rentre chez nous, quoi. Mais pourquoi vous savez faire ça et pas les autres? Parce que vous n'êtes pas un philanthrope, vous gagnez votre vie. Vous êtes issu du secteur agricole. Non mais on est d'accord, et c'est pas piché. Donc Michel-Édouard Leclerc, il devrait pourquoi vous êtes capable de faire ça et pas les autres? Écoutez, je vous laisserai leur poser la question, mais... Non, vous êtes issu du secteur agricole. Ouais, moi je viens du monde agricole, mais après, voilà. J'ai envie de dire, c'est du bon sens. Faire rentrer... La logistique, de toute façon, c'est le nerf de la guerre. La logistique, si vous optimisez sur la logistique, vous avez tout gagné. En tout cas, c'est notre plus grand poste d'économie, c'est la logistique, c'est l'optimisation. Et donc, alors, d'autres sont en train de nous l'appliquer, cette idée de 2 entrées ou 3 entrées sur la France. Tant mieux pour eux, j'ai pas de problème avec ça. Mais en tout cas, c'est notre force. Et du coup, on a du fruits et légumes top. Et après, un point essentiel, vendre pas cher ne veut pas dire acheter pas cher. Et on y reviendra certainement juste après, quoi. La baguette à 29 centimes. On peut en parler. On y va. La baguette à 29 centimes. On y va direct. Allez, on y va. Écoutez, il y a un distributeur en France. Alors, la baguette, elle était à 35 centimes. C'est la baguette premier prix. Dans une baguette premier prix, il y a 6% de blé, 6-7% de blé. Je parle sous contrôle. Je valide. Voilà, il valide. On la vend à 35 centimes. Tous les distributeurs de France depuis 10 ans. Depuis 10 ans, tous les distributeurs de France, j'en ai la preuve, j'ai les relevés de prix. Depuis 10 ans. Il y a un distributeur qui est le numéro 1 tout là-haut, qui a beaucoup de parts de marché. Michel-Édouard Leclerc. J'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit. Ça balance. Voilà, qui la baisse à 29. J'ai prévenu tout le monde. J'ai attendu 4 semaines. Ça n'a pas bougé, j'ai été obligé de suivre. Je suis un challenger, je ne suis pas leader. Et quand le leader se positionne à 29, bien sûr que c'est avec regret. Je l'ai dit, on ne m'a pas cru, mais je le redis. Oui, c'est avec regret. Parce que quand vous baissez de 35 à 29, vous baissez de 6 centimes. On en vend pas loin de 100 millions par an. Je vous laisse faire le calcul de la perte, sans compter la hausse de tarifs qu'on s'est pris, parce que l'engrais augmente, parce que le blé augmente, parce que tout augmente. Donc c'est une perte colossale. Et je vous le dis, on n'en vend pas une de plus parce qu'on la vend 29. Donc c'est un faux débat, quoi. Oui, mais vous croyez, pardon, et après je laisse pas parole aux copains. Vous croyez que, mais eux aussi, vous croyez que si vous n'aviez pas suivi la baisse, vous auriez perdu des clients? Oui. C'est ça que je comprends pas. Oui. Moi, je rentre pas dans un magasin pour acheter une baguette de pain. Je fais 100% de mes courses. Sur un produit aussi symbolique, oui. Sur un litre de lait, aujourd'hui, je me bats tous les jours. Il y a du lait qui est vendu à 65 centimes. Si vous enlevez 10% des galimes et 5,5 de TVA, c'est un prix d'achat maximum à 55 centimes. À 55 centimes un litre de lait, vous ne pouvez pas payer l'éleveur correctement. Moi, je suis à 76 centimes. Je rémunère aujourd'hui entre 385 et 405, prix de base 38,32. Donc il faut se battre pour enlever ce lait à 65 centimes. Donc c'est compliqué parce que je suis le plus cher sur le lait MDD. Et ça, il faut se battre pour sauvegarder le monde agricole français et la souveraineté alimentaire. Et on a une équation, parce que c'est très intéressant de réfléchir coût de production. Le blé, 6-7%.
la part sur la baguette, la part de la fertilisation, c'est 15% coût de production de blé. Ça veut dire que la ferti, c'est 1 centime. Mais ce centime, quand il est doublé, comme on l'a vu avec ce qui s'est passé sur le prix du gaz, notamment sur la fin de 2021, pour l'agriculteur, coût de production multiplié par 2. C'est-à-dire qu'on passe sur des postes ferti qui sont dans les 500, 600 euros. Et là, on a une équation. C'est-à-dire que ce centime de la baguette, pour l'agriculteur, il représente une somme considérable. Comment on fait? C'est ça la question. Alors justement, le sujet est grave. L'Ukraine a été envahie par Poutine. Résultat, on va tous avoir des hausses de charges. L'engrais va continuer à augmenter. Ah bah aujourd'hui, on a beaucoup d'incertitudes. Ce qu'on a déjà observé dans les derniers jours, c'est que le gaz fait le yo-yo en fonction des annonces de sanctions, de pas sanctions. Donc un marché du gaz qui est très nerveux. Et puis la Russie, ce sont 25% des exportations mondiales d'ammoniac. L'ammoniac étant la molécule de base pour la fabrication de tous les engrais azotés. Donc effectivement, en fonction de la photographie des sanctions, en fonction de l'évolution de la situation, on a un sujet très sensible. Je décrypte, Nicolas. Oui, ça va augmenter. Ça risque d'aller dans ce sens. Très clairement. Jean-Paul, ça a déjà augmenté. C'est-à-dire qu'on a observé dans la semaine les cours de l'urée départ Égypte, qui sont le marché directeur et qui sont un peu la référence. On les a vus déjà augmenter. Ils étaient plutôt dans les $600 valeur mardi. On les retrouve aujourd'hui plutôt entre 700 et 800. Alors, le principe de l'émission Le Tonton Farmer, c'est de proposer des idées très concrètes. Vous pourrez dire si elles sont nulles ou pas d'ailleurs. Et on a pris des cerveaux, et on a la chance cette semaine, on a de vrais cerveaux, pour proposer des solutions pour justement faire que les entreprises agricoles soient capables de passer cette vague, ce tsunami justement de hausse des charges. Jean-Baptiste, une bonne idée. Qu'est-ce qu'il faut proposer au gouvernement, au ministre de l'Agriculture ou à des entreprises? Je pense qu'en fait le sujet de l'alimentation est stratégique pour chacun des pays. Depuis le confinement, depuis le Covid, peut-être qu'on a un peu plus compris que des fois on peut avoir des ruptures et qu'il peut y avoir des problèmes. C'est sûr qu'en France, nous on n'est pas trop embêtés, mais il y a des pays où quand il n'y a pas à manger, il y a des gens qui se rebellent. Donc c'est quand même une arme l'alimentation. Et à un moment donné, quand on va se faire des yo-yo comme ça, on va vraiment mettre encore en situation de difficulté des exploitations. Donc à un moment donné, il faut appuyer sur le bouton d'urgence et se dire, là, il y a des charges stratégiques qu'il faut protéger et se dire, sur l'engrais, par exemple, on ne fait pas pousser une plante sans engrais. Et puis peut-être d'autres charges, se dire, nous, l'État, on va venir compenser la différence. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on protège notre agriculture et notre alimentation, voire même, c'est même un choix de géostratégie, parce que de toute façon, les équilibres en fait, d'exportation du grain, l'Ukraine était quand même un exportateur de grain, tout ça va être un peu basculé. Donc quelque part, sur l'échiquier en fait, du commerce, de maintenir son agriculture compétitive, sachant que il y a peut-être des nouveaux acheteurs qui étaient pris par des Russes et compagnie, ça a peut-être bousculé un peu les choses. C'est peut-être sauver l'agriculture française et un bon choix de géostratégie. Alors c'est un peu très interventionniste, mais à un moment donné, c'est un sujet. L'alimentation, c'est une arme politique. L'alimentation, c'est stratégique. Il faut plafonner ou laisser augmenter, mais compenser par l'État parce qu'on appuie sur le bouton rouge. Bonne ou mauvaise idée? Notre premier réflexe, si vous voulez, quand on réfléchit aux solutions à court terme, et court terme, c'est demain, utiliser la bonne forme d'azote. Toutes les formes d'azote, je parle de l'azote, c'est un élément nutritif fondamental. Toutes les formes d'azote ne se valent pas. On sait que les formes nitriques sont 15-20% plus efficaces, elles volatilisent moins. Ce qui est volatilisé, c'est perdu économiquement. 1, utiliser des formes efficaces. 2, piloter. Je demande à mes agronomes, en France, à votre avis, quelle est la surface de blé qui est pilotée? Ils me répondent, allez, 15% max. Il y en a encore sous la pédale alors. Mais on a un potentiel de pilotage sur les céréales notamment qui est immense. Il faut l'utiliser, outil d'aide à la décision, digitalisation. Et quand on évalue un peu, on pense que la bonne forme plus le pilotage, c'est 20% d'économie. Et ça, c'est demain. Mais quand ça fait, quand on est passé de 180 la tonne de solution azotée à 600. Et là, on arrive. On peut gratter, mais enfin bon, et là, on arrive pris quand même une belle augmentation. Quand même. Effectivement. Et là, on arrive à la nécessité de solutions qui vont prendre un petit peu plus de temps, mais qui s'appelle la décarbonation des engrais. Aujourd'hui, l'ammoniac dont je vous parle, il est fabriqué à partir du gaz. Pourquoi? Parce que dans le gaz, on prend l'hydrogène. Et que cet ammoniac qui est NH3, c'est l'azote de l'air avec l'hydrogène du gaz. Il faut pouvoir faire de l'ammoniac et des engrais avec moins de gaz. Où est-ce qu'on prend l'hydrogène? Dans l'eau. La technologie existe, on la met en place et on va commercialiser dans quelques mois en Scandinavie
les premières tonnes d'engrais décarbonés. Je pense que ça, c'est la solution de moyen terme qu'il faut activer dès maintenant. Multiplions la capacité électrique pour pouvoir électrolyser de l'eau. Nicolas, j'en déduis que tu jettes l'idée de Jean-Baptiste. Je pense qu'à un moment donné, à toute situation d'urgence, on doit prendre des mesures spécifiques. Donc c'est oui. Elles doivent s'adresser aux agriculteurs. Michel Guiraud. Ouf. Alors, c'est très technique toutes ces propositions. Moi, je suis un petit distributeur. Ah, ça y est. À d'autres. Un politicien. Voilà. Non. À prendre ou à jeter? Moi, je prends tout. Moi, je prends tout ce qui peut aider le monde agricole aujourd'hui. Pourquoi? En tant que distributeur, les consommateurs chez nous, ils veulent manger français. Ce pari-là, on l'a gagné. Il y a 10 ans en arrière, le filet de mignon, il n'était pas français, il était danois. Personne ne regardait l'étiquette. Aujourd'hui, tout le monde veut manger français. Donc, si on veut continuer à manger français, toutes solutions qui peuvent sauvegarder la souveraineté alimentaire française, et donc le monde agricole français, je valide. Après, il y a plein d'autres idées, moi je pense, et il y a plein d'autres solutions, mais on est en France et c'est pas simple. C'est un magnifique pays et il y a parfois beaucoup trop de Français. C'est mon avis. Oui, mais avec le Covid, on a vu que le quoi qu'il en coûte était possible. Donc, on pourrait se dire, on a des entreprises agricoles, plutôt que de les mettre en situation difficile, qu'après, il faille les reconstruire, autant les sauvegarder et passer la vague. 100% d'accord. Mais il faut de la transparence. Aujourd'hui, on est dans un monde d'opacité. Pourquoi aujourd'hui, il y a une défiance permanente entre un distributeur et un industriel? Parce qu'il n'y a pas de transparence. Quand on est dans un contrat tripartite, il n'y a pas de discussion. Quand on travaille avec les producteurs de fruits et légumes, pourquoi ça marche bien? Parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire et parce qu'il y a une transparence totale entre nous deux. Mais quand il y a un intermédiaire et qu'il y a zéro transparence et que la LME a fait en sorte de mettre en place cette opacité, la loi de modernisation de l'économie, seul pays au monde où on la pratique, seul pays au monde où on doit partir d'un prix tarif qui sort du chapeau de Perlimpinpin pour arriver à un prix d'achat qui ne prend jamais en compte le coût de production d'un éleveur. Donc oui, il y a des solutions, il y en a plein. Faut-il encore la volonté de les mettre en place? Olivier Mazou. Je veux rebondir sur le mot transparence. Qu'est-ce que vous mettez concrètement derrière et LME, on supprime complètement, y compris les négociations commerciales annuelles? Oui, alors, il faut supprimer. Déjà, qui a inventé LME? Qui a mis en place la date du 1er mars? Pourquoi la date du 1er mars? Des Finances, non? Pourquoi la date du 1er mars? À cause du salon de l'agriculture? Exactement. Bon, voilà, super. Alors, le blé il se récolte au mois de février. Les vendanges se font en janvier? Je ne pense pas. 100% d'accord. Donc, nous, on a 90% de marques de distributeurs qui ne sont pas soumis à cette loi LME, qui ne concerne que les marques nationales. 75% de l'alimentaire qui est vendu en France, qui sont négociés le 1er mars. Nous, le vin, je l'achète, je le négocie en octobre. Pourquoi? Parce que les vendanges se font en septembre. Enfin, c'est que du bon sens. Mais tous les pays d'Europe font comme ça. Il n'y a qu'en France qu'on doit négocier le 28 février à minuit. C'est une aberration totale. Et on part encore une fois d'un tarif qui est totalement opaque pour l'industriel, qui ne nous donne aucune visibilité, aucune transparence, pour arriver à un prix qui ne prend jamais en compte. Donc, Egalim, pourquoi n'a pas fonctionné? Parce que les LME, qui sont deux lois qui sont totalement antinomiques et qui ne peuvent pas coexister. Michel Guiraud, Grégory Besson-Moreau était à votre place là il y a quelques minutes et il nous a dit attention, il y a quelques grandes surfaces ou distributeurs qui vont avoir des amendes sérieuses. 300 000 € par contrat, non négocié dans 2 jours. Oui. Vous en aurez? Non. Vous êtes, non, j'ai que 10% de marque nationale. Donc, vous après, êtes je ne dis pas qu'avec certains, ça se passe bien, enfin, ou avec, que ça se passe bien avec tout le monde. Oui, il y a des grandes multinationales qui n'ont pas de matières premières agricoles, avec qui ça ne se passe pas forcément très bien. Je parle de Super Soda. On va prendre une idée dans le public. Alors, qui a une bonne idée à proposer pour sauver l'agriculture? Ah mais bravo les gars. Cédric, pas d'idée? Non mais moi j'en ai une à Jean-Paul. Alors vas-y. Il y a un truc qu'on a déjà dit dans les tontons. Ouais. Et c'est pareil, c'est une mesure d'interventionnisme, mais encore une fois, la situation va être grave et très impactante parce que on pourrait dire un céréalier, le prix de l'engrais a augmenté, mais le prix du blé là, il a pris un up de dingue. Ouais, mais attends, les éleveurs de porc là. Les éleveurs de porc, le prix du blé, on le prenne en pleine tête, quoi. Hein. Les éleveurs, globalement tous les éleveurs, on le prend en pleine tête. Est-ce que le prix de la viande va augmenter? Est-ce que chez vous, ça va augmenter pour aider? Je ne sais pas. Il y a un truc que l'État devrait faire depuis bien longtemps. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des promesses politiques, c'est dans les collectivités,
c'est sérieusement acheter les produits agricoles français. Montrer l'exemple. Collectivité, EHPAD, tiens, ils n'ont pas été servis à la messe, c'est-à-dire hôpital, université. Montrez l'exemple au lieu de prendre la parole politiquement là. Montrez l'exemple. Et là, en ce moment, faites une mesure interventionniste, c'est vrai. Peut-être qui entraînera à long terme des bonnes habitudes, mais justement à dire, et puis acheter au bon prix. Parce que si c'est pour aussi avoir une bagarre, acheter à pas cher, aussi dans les restaurations collectives qui sont de plus ou moins loin avec les collectivités, avec l'État, bon, ça va pas nous sauver. Mais là, s'ils achètent en bon prix dans tous ces endroits-là, c'est aussi accélérer justement des choses qui étaient prévues, et c'est une mesure aussi pour soutenir la production française. Et pourquoi ça se fait pas? On peut aussi vendre au bon prix. C'est-à-dire que toi, par exemple, ton prix des céréales, il va exploser. Tu vas les vendre à un prix prohibitif. Mais il en a plus déjà, lui. Il a tout vendu. Non, mais alors, tu intègres le prix de tes intrants. Il t'en reste de la marge. Donc, tu la rognes un petit peu. Comme Lidl, tu rognes un petit peu ta marge pour vendre tes céréales aux producteurs de porc. Et tu fais de nouveaux clients. Oui, alors après... C'est plus dur à répondre là. Arrête de dire des trucs intelligents comme ça. Non, parce que... C'est-à-dire que nous, tu as d'autres charges aussi qui vont augmenter. Il n'y a pas que l'engrais. J'ai dit une fois que tu as intégré tes hausses des charges. Et à court terme, se dire que... Enfin, je ne sais pas si ça va être un peu tabou, mais honnêtement, le monde des grandes cultures et de l'élevage, s'organiser pour être un peu solidaire, ça n'a pas toujours été le cas. Et je pense que dans les prochains mois, là, soit effectivement, c'est un coup d'exploit pour dire à un moment donné, on arrête les conneries et on arrive à s'organiser et effectivement répercuter pour tout le monde, en fait, un effort pour tout le monde. Et peut-être, voilà, c'est effectivement, moi, ça m'interpelle, mais peut-être c'est une planche de salut pour l'avenir. À très court terme, je ne sais pas si chacun restera pas un peu dans sa chapelle à dire ouais. Et puis quand ça va redescendre, nous, on va repartir chercher du soja au Brésil, quoi. Nicolas. Oui, sur cette question de quand je vends et quand j'achète, je pense que ça a beaucoup joué sur la campagne qui est en cours. On a fait une enquête auprès de 600 agriculteurs en décembre pour savoir quel était leur taux de couverture en azote par rapport à une campagne habituelle. On a vu que les écarts n'étaient pas si importants que ça. En revanche, ceux qui étaient très couverts l'étaient un peu moins, mais bon, on était toujours sur des niveaux de 65-70%. Ce qui me fait dire d'ailleurs aujourd'hui que je ne vois pas pour autant, et malgré la situation, une pénurie sur la campagne d'application de printemps. Mais les zones d'élevage sont des zones effectivement qui ont pris moins de positions en début de saison et qui se sont retrouvées face à une situation où, vu l'inflation au cours des derniers mois, ont eu beaucoup plus de mal à se positionner. Il y a des questions de trésorerie, donc la dynamique d'achat, le fait de fractionner les achats, c'est très important. Il faut aujourd'hui répartir sur l'ensemble de l'année. Un indicateur de la rémunération des producteurs, c'est une bonne idée, Michel Biraud? Bah oui, vous l'avez eu. J'y travaille avec la FNV depuis quelques mois. Encore une fois, c'est une preuve de transparence. Le mot transparence, je l'utilise 10 fois dans chaque phrase, mais il est tellement essentiel. Il ne peut pas y avoir de confiance s'il n'y a pas de transparence. Et donc j'ai pris l'initiative, c'est une expérimentation, on en reparlera dans un an pour voir, et on fera d'ailleurs une enquête conso, parce que les pauvres consommateurs, Nutri-Score, Rémunéra-Score, je ne sais pas quel score, enfin ça commence à en faire beaucoup. Mais en tout cas, avec la FNB, on a une volonté, c'est de dire... cette viande-là, au moins pour que le consommateur puisse l'identifier, cette viande-là, il y a un éleveur qui est correctement rémunéré derrière. Et tous ceux qui n'ont pas de Rémunéra-Score, c'est qu'ils sont derniers de la classe, quoi. Donc ouais, il faut de la transparence à tous les niveaux, mais de tout le monde. Moi, je suis prêt et je la joue tous les jours, la transparence. J'ai pas de souci. Tout le monde peut venir dans ma centrale d'achat et les portes sont ouvertes avec grand plaisir. Dans les différents maillons de la chaîne, il y a les agriculteurs, ils sont transparents ou pas? Ouais, sauf que dans beaucoup de cas, je ne les connais pas. Alors qu'ils me livrent de la matière, enfin plutôt ils livrent de la matière première aux industriels avec qui je communique. Mais il y en a, je n'ai pas le droit de rencontrer un agriculteur. Donc déjà, vous me posez la question... J'ai pas eu le droit. Non, mais vous me posez la question tout à l'heure, qu'est-ce que vous appelez transparence? Déjà, la première des transparences, combien de litres de lait faut-il pour transformer 1 kilo de n'importe quel produit qu'on me livre? Non, c'est un secret professionnel. Même les éleveurs qui sont collectés par ces gens-là n'ont pas cette information. Ça, c'est la base de la transparence. Parce que si on me demande 7%, 8%, 10% de hausse, et que je ne sais pas combien de litres il leur faut pour transformer 1 kilo de... Je ne vais pas citer de marque, mais on se comprend très bien. Je ne peux pas, comprenez-moi, je ne vais pas dire oui, pas de problème, j'accepte 12%.
Non, je suis désolé, je veux de la transparence. Si on me démontre que dans les 12%, il y a 3% de matières premières agricoles, de hausse de matières premières agricoles, et que 6%, 7% de matières premières industrielles, le plastique, le carton, le transport et tout ce qu'on vient de se dire, moi je suis prêt à discuter. Mais quand on me laisse dans l'opacité et l'option 3 d'Egalim 2, Egalim 2 c'est une magnifique loi. J'y étais avec Grégory Besson-Moreau. Mais à un moment donné, on fait une loi et on y met 3 options. Option 1, totale transparence. Option 3, totale opacité. Et bien toutes les grandes multinationales, elles sont dans quelle option à votre avis? Mais sachant que sur un sujet comme ça, c'est peut-être un débat de polichinelle. Honnêtement, dans vos structures, il y a des ingénieurs agronomes, il y a des gamins qui sortent de l'école d'ingénieurs agricoles. Ils savent les coûts de production qu'il y a, ils savent ce qui se passe dans l'agriculture quand même. Culturellement, les COP, c'est les COP le problème. Je ne vais pas taper sur les uns ou sur les autres. Pourquoi justement les intermédiaires, les transformateurs ne jouent pas la transparence? Toujours l'impression qu'ils vont se faire bouffer, quoi. Ouais, mais c'est vous les agriculteurs qui êtes à la tête des COP. J'ai l'impression que c'est ça, mais parce que personne n'ose vraiment le dire, mais c'est un peu ce qui est dit dans les couloirs. Hein. Globalement, la GMS est capable plus ou moins de dire ces chiffres. On suppose qu'ils seront vrais, on va dire. Les agriculteurs, on connaît à peu près, mais l'échelon intermédiaire, les transformateurs, c'est pas clair. En tout cas, moi, c'est pas moi qui veux le dire, hein, mais non, mais après, il y a toujours un rapport. Alors peut-être qu'il est nul ce rapport-là, j'en sais rien, mais de se dire. Ça fait partie peut-être des mauvaises mentalités qui traînent de dire je dis rien, tu vois, un peu à la paysanne, je dis rien, comme ça, il va pas venir, machin, il va pas venir me bouffer, j'en garde un peu sous le tapis, ou je t'en dis, mais pas. C'est culturel, tu ça. Vois ouais. Peut-être même encore un peu plus dans l'élevage où on se tape un peu dans la main. Mais, enfin bref. Après, c'est pas aux deux patrons qui sont là qu'on va apprendre. Il y a plusieurs façons de gérer une structure. Qu'elle soit COP ou pas COP d'ailleurs, privé ou pas privé. Si on prend le lait, on sait très bien qu'il y a un prix du lait globalement moyen en France, et on sait ceux qui sont au-dessus et ceux qui sont au-dessous. Alors, il y a ceux qui sont très au-dessus parce qu'il y a des produits très valorisés comme les AOP, etc. C'est notre débat. Mais même moi, je connais des modestes structures qui font des yaourts et du lait, qui payent 20-30% plus cher le lait. Pas à comprendre. C'est quoi l'idée que tu veux dire là? Ce que je veux dire, c'est que très directement, c'est pas COP ou pas COP déjà, et deux, c'est comment on gère et comment on est géré et comment il y a des coûts de structure. Pourquoi telle structure à produit pareil achète à son éleveur le lait 10, 20, 30% plus cher, et pourquoi l'autre 10, 20, 30% moins cher? Voilà, les questions, elles sont là. L'observation qu'on a des quelques mois de crise qu'on a déjà vécu sur l'augmentation du gaz en Europe sur la fin de 2021, c'est que le marché des engrais est un marché finalement qui reste assez méconnu. Et je pense qu'il devrait être plus transparent, personnellement. Je pense qu'on devrait, c'est aussi une question d'éducation. Quand on connaît mieux les marchés, on prend de meilleures décisions, et je pense que tout le monde s'en porte beaucoup mieux. Donc ce marché est méconnu et il demande à être mieux expliqué. Bon, en tout cas, vous n'avez pas été très bon sur les idées là, parce que j'en vois qu'une. C'est pas parce que t'aimes pas les autres qu'elles sont pas bonnes, quoi. Et en plus, ils n'ont même pas pris l'idée, ils n'ont même pas retenu. Ah oui, c'est passé comme ça. Mais c'est parce qu'il faut qu'on ait des politiques. Attends, t'invites Julien de Normandie et on va lui dire direct. Voilà, on va dire, mon petit gars, avant que tu partes, il faut que tu prennes une décision. Ouais, et puis Olivier, les idées, on les attend toujours. Hein. Les idées, c'est non, mais c'est d'une simplicité. Tonton Farmer, c'est un boulot. C'est d'une simplicité. Non, mais elles sont simples, les idées. C'est mettre les producteurs agricoles français, les agriculteurs au même niveau que les camarades européens déjà. Déjà, ils se prennent 20-30% d'économie de charge, quels que soient les secteurs de production. Tu veux dire en ayant moins de contraintes, c'est ça? Oui, on les enlève déjà. Les emballages plastiques dans les fruits et légumes. Mais attends, la planète, il faut quand même arrêter un moment. Donc c'est que le producteur de tomates français qui va sauver la planète. On a la chance, on est président de l'Europe, on va peut-être changer tout ça. On va changer d'ici le mois de juin avec un président qui est candidat et qui fait la guerre et qui est en campagne et qui est tout ça. On va changer tout ça d'ici 3 mois. C'était le point numéro 1. Donc je te les multiplie, les surtranspositions. Il a dit il y a 2 ans, livrer notre agriculture ou notre alimentaire est une folie et tout ça. On n'arrête pas de surtransposer. La filière cerise, tu veux que je parle fruits et légumes, est en train de crever en France. On mangera toujours des cerises, on n'aura plus de cerises françaises parce qu'on est les seuls à interdire le seul produit qui peut sauver les cerises. Le diméthoate. Le diméthoate, voilà.
Ouais, mais le point numéro 2, c'est le même que le point numéro 1, là. Mais j'ai l'impression. évidemment, Ouais. Et la troisième? Mais tu règles tout ça. Tu règles déjà, tu les soulages en plus. Tu les soulages. T'arrêtes de leur dire, de leur en mettre par-dessus. Et les contrôles, t'arrêtes de faire des contrôles. Après, tu as quand même un sujet, pour pas toujours réclamer aux autres, je pense qu'il faut aussi se dire que dans la profession, on a aussi des leviers. Alors, quand l'engrais triple, les leviers, on n'en a pas 40 000. Mais quand c'est à peu près stable, on sait qu'il y a quand même dans le même contexte des exploitations qui sont plus performantes que d'autres, qui vont investir moins, qui vont raisonner, qui vont investir dans les énergies renouvelables, qui vont être une source de revenus, qui vont se diversifier. Alors, on a discuté tous les deux avec deux jeunes filles hyper sympas d'ailleurs hier soir. Bon, des fois, on n'a pas envie. Voilà une solution. Mais des fois, on n'a pas envie parce qu'on dit bah non, mais ça a toujours été comme ça et puis on ne peut pas faire autrement. Mais si, et d'ailleurs, dans le co-farming, c'est ce qu'on dit, c'est que si on s'autorise à penser différemment, des fois, il y a un certain nombre de sujets, des leviers qui peuvent être plus performants. Le truc complètement con, mais qui, en théorie, serait vachement important, puissant, pardon. Tu connectes tous les hangars agricoles avec tout le matos qu'il y a partout là. Avec presque même, allez, on va faire de la science-fiction, on met les conditions météo avec les stations météo, et de se dire, voilà, on va semer à droite, on va semer à gauche, on a besoin de tel matériel qui est là, il va faire tel déplacement. Évidemment, c'est de la science-fiction, c'était théorique, mais on sait très bien qu'il y a trop de matériel dans les exploitations. Alors c'est bien pour les fournisseurs de matériel, c'est bien pour l'économie, mais en fait, on sait qu'il y a un levier. Donc moi, je me dis aussi, et je le dis en tant qu'agriculteur dans la famille, on a des leviers à notre niveau. Et des leviers qui sont grands, qui peuvent être actionnés. Alors, c'est dans la commercialisation, c'est dans l'achat des produits, c'est dans les charges, c'est dans la contractualisation aussi. On ne peut pas que gueuler ou que réclamer des uns et des autres. Moi, j'ai été très interventionniste dans ce que j'ai dit parce que la situation est grave. Mais on a quand même des leviers à notre niveau. Et dans les leviers à notre niveau, c'est aussi des traites collectifs. Tu m'as taclé sur l'élevage. J'ai mis un petit temps parce que, tu vois, ça m'a... Mais en fait, oui, on doit jouer collectif. De toute façon, pour passer les crises, quand il y a un bateau qui tangue, c'est quand tout le monde est sur le pont en train de régler le problème qu'on y passe. Hein. C'est pas quand chacun reste dans son coin. Et non, ça ne sera pas possible parce qu'on est arrivé déjà à la fin de l'émission. C'était là la bonne idée, c'est trop tard, il fallait l'avoir avant. Et c'est sur le mea culpa de Jean-Baptiste Vervy, agriculteur. Merci Olivier, merci Michel Biérot. En tout cas, juste pour le mot de la fin. Oui. Je pense. À lui le droit. Non, mais je pense qu'on peut. Non, c'est important. Moi, je pense qu'on peut tous vivre de notre métier. Les agriculteurs, les industriels et les distributeurs en partageant la valeur sans pour autant que le pouvoir d'achat des Français soit perturbé, en tout cas dans l'alimentaire. Ce n'est pas les quelques centimes qu'on va acheter plus cher un litre de lait ou un kilo de viande qui vont faire mal au porte-monnaie des Français. C'est pas vrai. De Lidl, donc je suis désolé, on peut tous vivre de notre métier. Et la crise peut-être historique qu'on va vivre et qu'on vit est peut-être l'opportunité, tous ensemble, de se battre pour l'agriculture française, tous ensemble. Ils sont meilleurs que vous quand même. Les tontons Favert, c'est fini l'émission. Merci à vous tous, merci au public d'être ici et puis merci à vous. Tonton Farmer, l'émission qui dézingue les idées reçues sur l'agriculture. Une émission animée par Jean-Paul Hébrard de TV Agri.